En mai 1945, alors que l'Europe célèbre la fin de la guerre, une chasse silencieuse commence dans l'ombre. Les trains militaires ne transportent plus seulement des soldats, mais des listes de noms. Des listes d'ingénieurs, de mécaniciens, de concepteurs capables de transformer l'acier brut en machines capables de changer l'équilibre des puissances. Les Américains recherchent les spécialistes des fusées. Les Soviétiques traquent les experts de l'aviation à réaction, tandis que les services français reçoivent une mission plus précise et plus urgente encore: retrouver les hommes qui ont conçu des moteurs des chars les plus redoutés du conflit. La France sort de la guerre profondément blessée. Ses usines sont détruites, ses chaînes de production dispersées, ses bureaux d'ingénierie privés de nombreux spécialistes. Pourtant, dans les cercles militaires et politiques, une conviction domine toutes les discussions. Le pays doit redevenir une grande puissance militaire et industrielle, et cela doit commencer immédiatement. Les généraux savent qu'il faudra des années pour reconstruire les infrastructures, mais ils comprennent aussi que le temps joue contre eux. L'équilibre mondial change rapidement, et celui qui restera en retard technologiquement sera condamné à dépendre des autres. C'est dans ce contexte que les équipes de renseignement françaises parcourent l'Allemagne occupée. Leur objectif n'est pas l'or ni les archives, mais les ingénieurs de la société Maybach, les concepteurs des moteurs qui animaient les chars lourds allemands. Ces spécialistes possèdent un savoir unique. Ils savent comment produire des moteurs extrêmement puissants, capables de déplacer des masses d'acier dépassant 50 tonnes, tout en conservant une mobilité acceptable sur le champ de bataille. Lorsque plusieurs de ces ingénieurs sont localisés, ils sont rapidement transférés en territoire français, accompagnés de documents techniques, de schémas et de prototypes de pièces mécaniques encore inconnus des ingénieurs locaux. Pendant ce temps, l'industrie française tente de redémarrer. Les ateliers reprennent vie, les hauts fourneaux rallument leurs flammes, et dans les bureaux de conception, les ingénieurs reprennent leurs calculs laissés en suspens plusieurs années auparavant. Avant même la fin officielle du conflit, un projet est lancé afin de remettre l'ensemble de la filière blindée en activité. Ce projet donne naissance au char de transition ARL-44. Cette machine n'est pas destinée à révolutionner le combat blindé, mais à remettre en mouvement toute l'industrie nationale. Former les ouvriers, relancer la production d'acier blindé, rétablir les chaînes d'assemblage et redonner confiance aux équipes techniques. Le résultat est un véhicule étrange, mélange d'éléments hérités des conceptions d'avant-guerre et d'améliorations plus modernes. Pourtant, son importance dépasse largement ses performances militaires. Chaque exemplaire produit représente une usine remise en marche, une équipe d'ingénieurs revenus au travail et une étape supplémentaire vers la renaissance industrielle du pays. Très rapidement, les responsables militaires comprennent que cette phase de transition doit déboucher sur un projet beaucoup plus ambitieux. Dans les bureaux de conception apparaît alors une idée audacieuse: créer un char capable de combiner la mobilité des machines soviétiques, la puissance de feu des chars lourds allemands et la fiabilité des équipements américains. Un tel projet semble presque irréalisable, mais les ingénieurs français disposent désormais d'un avantage inattendu. Les spécialistes allemands intégrés dans les équipes apportent non seulement leur expérience, mais aussi les plans d'un nouveau moteur en cours de développement à la fin de la guerre. Ce moteur, initialement conçu pour améliorer les performances des chars lourds allemands, devient la base d'un programme entièrement nouveau sur le sol français. Les exigences imposées aux futurs chars sont ambitieuses. Une masse comparable à celle des chars moyens lourds de l'époque, une protection capable de résister aux armes les plus puissantes connues, et surtout une vitesse nettement supérieure à celle des chars lourds traditionnels. Pour atteindre ces objectifs, les ingénieurs décident d'explorer des solutions inédites. Ils étudient les véhicules abandonnés sur les anciens champs de bataille, démontent les transmissions capturées, analysent les systèmes de suspension et examinent les méthodes de fabrication utilisées par plusieurs nations durant le conflit. Progressivement, une vision prend forme. Le futur char devra être non seulement puissant, mais technologiquement en avance sur son temps. Les ingénieurs envisagent déjà une tourelle capable d'accueillir un système de chargement automatique, solution encore inexistante sur la plupart des blindés du monde. L'objectif est simple: augmenter la cadence de tir tout en réduisant l'effort physique de l'équipage, permettant ainsi de maintenir un rythme de combat soutenu, même lors d'engagements prolongés. À la fin des années 40, les premières maquettes apparaissent dans les ateliers. Les structures métalliques sont encore incomplètes,
Les moteurs expérimentaux ne sont pas totalement finalisés, mais l'enthousiasme est palpable. Les ingénieurs savent qu'ils travaillent sur une machine qui pourrait symboliser la renaissance industrielle et militaire de la France. Dans les rapports internes, certains officiers évoquent déjà la naissance d'un char capable de rivaliser avec n'importe quel blindé étranger, voire de les surpasser tous. Personne ne se doute encore que ce projet, né dans l'urgence de l'après-guerre et alimenté par les connaissances récupérées à travers toute l'Europe, va évoluer bien au-delà des attentes initiales, grossir en taille, en puissance et en ambition, jusqu'à devenir l'un des programmes de blindés les plus audacieux jamais entrepris par la France. À mesure que les travaux avancent, les ingénieurs comprennent que le succès du futur char dépendra avant tout de son moteur. Les spécifications exigent une puissance exceptionnelle pour une machine dont la masse augmente progressivement à chaque nouvelle amélioration. Les équipes techniques françaises et les spécialistes allemands, intégrés aux programmes industriels, commencent alors à travailler ensemble sur un groupe motopropulseur entièrement repensé. Leur objectif n'est pas simplement d'adapter un moteur existant, mais de créer une centrale mécanique capable de fournir une puissance jamais atteinte dans un blindé européen de l'après-guerre. Les premiers prototypes du nouveau moteur révèlent rapidement des performances impressionnantes. Les essais au banc démontrent que l'unité expérimentale peut dépasser les attentes initiales en matière de puissance, tout en conservant une fiabilité acceptable pour un véhicule militaire. Cette réussite donne aux concepteurs la confiance nécessaire pour poursuivre le développement du char selon des standards beaucoup plus ambitieux que ceux envisagés au départ. Désormais, l'idée n'est plus seulement de produire un blindé compétitif, mais de créer une machine capable d'imposer un nouveau niveau technologique sur le champ de bataille. Parallèlement aux travaux sur le moteur, une autre innovation attire l'attention des bureaux d'études. Les ingénieurs réfléchissent à une solution permettant d'augmenter la cadence de tir sans accroître la taille de l'équipage. Les simulations montrent que les obus deviennent de plus en plus lourds et qu'un chargeur humain atteint rapidement ses limites physiques lors d'un engagement prolongé. Après de nombreux débats techniques, une décision audacieuse est prise. Le nouveau char utilisera un système de chargement automatique intégré directement dans la structure de la tourelle. Cette approche nécessite une architecture entièrement différente de celle des blindés traditionnels, car le mécanisme doit fonctionner avec précision malgré les vibrations, les déplacements rapides et les conditions extrêmes du combat. La solution retenue consiste à concevoir une tourelle divisée en deux sections mobiles. La partie inférieure assure la rotation horizontale, tandis que la partie supérieure, contenant le canon et le mécanisme de chargement, s'incline pour ajuster l'élévation du tir. Cette configuration, encore jamais adoptée à grande échelle, offre un avantage considérable. Elle permet de placer le système automatique de chargement à l'arrière de la tourelle, où les obus peuvent être stockés dans des compartiments mécanisés prêts à alimenter immédiatement le canon. Les premiers essais réalisés sur des installations expérimentales montrent que la cadence de tir théorique dépasse largement celle des systèmes classiques. Pendant que ces innovations prennent forme, la situation stratégique internationale évolue rapidement. Les rapports militaires évoquent l'apparition de nouveaux chars lourds étrangers dont la protection frontale devient de plus en plus difficile à percer avec les calibres standards de l'immédiat après-guerre. Les responsables du programme français comprennent alors que la puissance de feu devra être augmentée progressivement au fur et à mesure du développement du véhicule. Les premières études balistiques sont lancées afin d'évaluer les performances de canons plus puissants capables de maintenir un avantage technologique pendant plusieurs années. Lorsque le premier prototype complet est finalement assemblé, l'enthousiasme des équipes laisse place à une surprise inattendue. La masse réelle du véhicule dépasse les estimations initiales de manière significative. Les ingénieurs avaient prévu un blindé correspondant à la catégorie des chars lourds moyens, mais les équipements supplémentaires, la protection renforcée et la complexité mécanique entraînent un dépassement qui ne peut plus être ignoré. Après plusieurs réunions techniques, les responsables du programme prennent une décision symbolique. Le nouveau char portera une désignation correspondant directement à sa catégorie de masse réelle. Cette appellation devient rapidement connue dans les milieux militaires et industriels, marquant officiellement l'entrée du projet dans la classe des chars lourds modernes. Les essais de mobilité commencent aussitôt sur des pistes expérimentales spécialement préparées. Les observateurs présents lors des premières démonstrations constatent un phénomène inattendu. Malgré son poids important,
le véhicule accélère avec une rapidité inhabituelle pour un blindé de cette catégorie. Le moteur expérimental fournit suffisamment de puissance pour maintenir une vitesse élevée sur terrain accidenté, permettant au prototype de franchir des obstacles qui ralentiraient normalement des machines comparables. Cette performance impressionne profondément les officiers chargés de superviser le programme, car elle confirme que la stratégie consistant à privilégier une motorisation très puissante peut compenser en partie l'augmentation inévitable de la masse. Cependant, les ingénieurs savent que la mobilité seule ne suffit pas. Les tests de tir réalisés sur les champs d'essai révèlent à la fois le potentiel et les limites des premières configurations d'armement. Les résultats sont jugés satisfaisants contre des cibles standardisées, mais les projections stratégiques indiquent déjà que les blindages étrangers continueront de s'épaissir dans les années à venir. Cette perspective pousse les équipes de conception à préparer dès maintenant une évolution du système d'armement, afin d'éviter que le char ne devienne dépassé peu après son entrée en production. Dans les ateliers de fabrication, les chaînes expérimentales commencent à produire les premiers ensembles mécaniques en petites séries destinés aux essais prolongés. Chaque sortie de prototype permet de collecter des données précieuses sur l'usure des composants, la consommation de carburant, la résistance de la suspension et la fiabilité du mécanisme automatique de chargement. Les rapports techniques s'accumulent, révélant des problèmes inattendus, mais également des solutions ingénieuses qui améliorent progressivement les performances globales du véhicule. À ce stade du programme, l'ambition française devient évidente pour les observateurs étrangers. Les attachés militaires présents lors de certaines démonstrations comprennent que la France ne se contente plus de reconstruire son industrie blindée, mais cherche à reprendre une place de premier plan dans l'innovation technologique militaire. Les discussions internes évoquent déjà l'exportation éventuelle du futur char vers les pays alliés, ce qui pourrait transformer le projet en succès industriel international si les essais finaux confirment les performances annoncées. Pourtant, alors que les ingénieurs commencent à maîtriser les défis techniques initiaux, une nouvelle exigence militaire apparaît soudainement dans les directives officielles. Les analyses stratégiques indiquent que les futurs conflits pourraient opposer des blindés dotés d'armes encore plus puissantes, capables de percer les protections actuellement envisagées. Cette information oblige les concepteurs à envisager une augmentation supplémentaire de la puissance de feu, décision qui risque d'entraîner une nouvelle hausse de la masse et de relancer toute la chaîne de modifications techniques déjà en cours. Les équipes comprennent qu'elles entrent désormais dans une phase critique du développement, où chaque amélioration nécessaire pourrait bouleverser l'équilibre fragile entre protection, mobilité et puissance de feu. Le projet, initialement conçu comme un programme ambitieux mais maîtrisable, commence à se transformer en une véritable course technologique contre le temps et contre les progrès militaires du reste du monde. Au début des années 50, la direction militaire française décide que le moment est venu de confronter le prototype aux regards étrangers et aux standards internationaux. Le blindé est préparé pour une série de démonstrations techniques destinées à convaincre les partenaires occidentaux que l'industrie française est capable de produire une machine dépassant les performances connues jusque-là. Le transport du véhicule lui-même devient déjà une opération spectaculaire. Chargé sur un navire spécialement aménagé, l'engin attire l'attention des observateurs portuaires par ses dimensions imposantes et par la longueur inhabituelle de son canon, qui dépasse largement les proportions habituelles des chars contemporains. Lorsque les essais commencent sur les terrains d'évaluation nord-américains, les premières minutes suffisent à créer une impression durable. Dès que le moteur est mis en marche, un grondement profond traverse le champ d'essai et la machine s'élance avec une accélération que peu d'observateurs attendaient d'un véhicule de cette catégorie. Les mesures chronométriques confirment rapidement que la vitesse atteinte dépasse largement celle de nombreux chars lourds déjà en service dans plusieurs armées. Cette mobilité étonnante devient l'un des arguments principaux présentés par la délégation française, qui insiste sur l'équilibre recherché entre puissance, protection et rapidité de déplacement. Les essais de franchissement constituent l'étape suivante. Le blindé doit traverser des pentes abruptes, franchir des tranchées artificielles et évoluer sur des terrains meubles saturés d'eau. Les ingénieurs observent attentivement la suspension et les éléments mécaniques soumis à des contraintes extrêmes. Malgré quelques ajustements nécessaires, les résultats se révèlent globalement convaincants.
La capacité du véhicule à maintenir sa vitesse sur des surfaces irrégulières impressionne les officiers présents, qui notent que cette caractéristique pourrait offrir un avantage considérable dans des opérations nécessitant des manœuvres rapides. Vient ensuite la démonstration du système de chargement automatique, l'innovation la plus observée par les experts étrangers. Les techniciens installent des munitions d'essai et préparent une série de tirs destinés à illustrer la cadence théorique du mécanisme. Dès la première séquence, le dispositif fonctionne avec une précision mécanique remarquable. Les obus sont saisis, alignés et introduits dans la culasse avec une régularité qui contraste fortement avec les opérations manuelles traditionnelles. Les observateurs prennent des notes détaillées, conscients que cette technologie pourrait transformer les doctrines de combat blindés si elle s'avérait fiable dans la durée. Cependant, les tests de tir réels révèlent rapidement une difficulté inattendue. Après chaque coup, un nuage dense de gaz propulsif reste suspendu devant la ligne de visée, rendant l'acquisition rapide de la cible beaucoup plus complexe que prévu. Les techniciens analysent la situation et comprennent que la composition chimique des charges propulsives doit être modifiée afin de réduire la quantité de résidus visibles. Cette découverte ne remet pas en cause le principe du système automatique, mais elle montre que certaines innovations nécessitent encore des ajustements scientifiques avant d'atteindre leur plein potentiel opérationnel. Pendant que les essais techniques se poursuivent, les discussions stratégiques prennent une importance croissante. Les rapports de renseignement transmis aux états-majors occidentaux évoquent l'apparition de nouveaux blindés étrangers dotés de protections frontales considérablement renforcées. Les analystes militaires estiment que les canons actuellement envisagés pourraient devenir insuffisants dans un avenir relativement proche. Cette perspective provoque des débats intenses au sein de la délégation française présente sur le site d'essai. Certains officiers considèrent que les performances déjà obtenues sont suffisantes pour lancer la production, tandis que d'autres estiment qu'il faut anticiper les menaces futures en augmentant immédiatement la puissance de feu. Finalement, une orientation claire se dessine. Le programme doit continuer à évoluer, même si cela implique des modifications importantes de la structure de véhicule. Les ingénieurs commencent à étudier la possibilité d'installer un canon de calibre supérieur, ce qui nécessite non seulement une nouvelle tourelle adaptée aux dimensions de l'arme, mais également un renforcement partiel de certaines zones du châssis pour absorber les contraintes du recul. Les calculs montrent rapidement que ces changements entraîneront une augmentation supplémentaire de la masse, relançant les discussions déjà récurrentes sur l'équilibre entre protection et mobilité. Le retour du prototype en Europe marque le début d'une nouvelle phase de transformation. Dans les ateliers, la machine est démontée partiellement afin d'intégrer les modifications décidées après les essais internationaux. Les équipes travaillent jour et nuit, ajustant les supports mécaniques, modifiant les systèmes d'équilibrage et recalculant la répartition des charges internes pour maintenir la stabilité générale du blindé. Chaque amélioration technique apporte son lot de complications imprévues, obligeant les concepteurs à résoudre des problèmes que personne n'avait anticipés au début du programme. Malgré ces difficultés, l'ambition initiale du projet reste intacte. Les responsables militaires continuent de considérer ce char comme l'élément central du renouveau de la force blindée nationale. Les budgets nécessaires sont maintenus et les usines impliquées dans la production expérimentale reçoivent des commandes supplémentaires pour préparer les séries de composants nécessaires aux futurs prototypes. Dans plusieurs rapports internes, les observateurs notent que la machine, bien qu'encore en évolution, commence déjà à influencer les discussions doctrinales sur l'emploi des chars lourds dans les conflits à venir. Au fil des mois, une version profondément modifiée du véhicule commence à prendre forme, intégrant les premières adaptations destinées à accueillir une puissance de feu supérieure. Les ingénieurs savent que cette transformation marquera une étape décisive, car elle déterminera si le projet peut réellement rester compétitif face aux avancées technologiques étrangères. Chaque décision technique devient alors stratégique, chaque kilogramme ajouté ou retiré pouvant influencer la viabilité future du programme. Dans les salles de réunion des centres d'essai, les discussions se prolongent tard dans la nuit. Les responsables industriels, les officiers et les ingénieurs examinent les rapports de test, comparent les résultats obtenus et évaluent les options disponibles. Tous comprennent que la prochaine phase du développement décidera du destin final du projet. Si de nouvelles améliorations réussissent, le blindé pourrait devenir l'un des plus puissants jamais construits en Europe occidentale.
Si elles échouent, des années d'efforts risqueraient de se transformer en une démonstration coûteuse d'ambition technologique impossible à concrétiser. La transformation suivante du programme ne consiste plus en simples améliorations techniques, mais en une refonte presque totale de la machine. Les ingénieurs reçoivent une directive claire. Le futur blindé doit être capable de survivre face aux canons les plus puissants connus à ce moment-là. Cette exigence entraîne immédiatement une série de calculs qui conduisent à une conclusion préoccupante. Pour atteindre le niveau de protection souhaité, il faut augmenter l'épaisseur de plusieurs zones critiques du véhicule, ce qui provoque une hausse rapide de la masse totale. Les premiers résultats des simulations internes montrent que le poids prévu dépasse déjà les limites considérées comme acceptables quelques années plus tôt. Malgré ces avertissements, la décision est maintenue, car les responsables militaires estiment que la supériorité défensive est indispensable pour garantir la survie du char dans les futurs conflits. Les ateliers reçoivent alors les plans d'un prototype fortement renforcé, équipé de plaques additionnelles et de structures internes capables de supporter des impacts beaucoup plus violents. Lorsque la nouvelle version est assemblée et placée sur les balances d'essai, le chiffre affiché surprend même les ingénieurs les plus expérimentés. La masse atteint un niveau comparable à celui des plus lourds blindés construits durant la guerre précédente. Cette situation provoque un débat intense. Certains considèrent que la protection obtenue justifie ce poids, tandis que d'autres redoutent une réduction trop importante de la mobilité stratégique, notamment lors du franchissement de ponts et de terrains fragiles. Les équipes techniques cherchent alors une solution capable de préserver la protection tout en réduisant la masse globale. Plusieurs approches sont étudiées simultanément. Les métallurgistes proposent l'utilisation de nouvelles méthodes de moulage permettant d'obtenir des formes plus complexes, mais plus efficaces balistiquement, réduisant ainsi la quantité de métal nécessaire pour atteindre la même résistance. Les concepteurs de structures examinent chaque compartiment interne afin d'éliminer les volumes inutiles et de repositionner certains éléments mécaniques de manière plus compacte. Cette phase d'optimisation devient un véritable travail d'horlogerie industrielle, où chaque kilogramme économisé représente un gain précieux pour la mobilité future du véhicule. C'est dans ce contexte qu'apparaît une modification spectaculaire du design frontal. Les ingénieurs adoptent une forme fortement inclinée et angulaire destinée à dévier les projectiles au lieu de simplement les arrêter par la masse de l'acier. Les essais balistiques réalisés sur des plaques expérimentales démontrent que cette géométrie peut offrir une protection équivalente à des épaisseurs bien supérieures, tout en réduisant considérablement le poids total de la structure. Encouragés par ces résultats, les équipes de production entreprennent la fabrication d'une nouvelle section avant entièrement moulée, dont la silhouette tranche radicalement avec celle des versions précédentes. La tourelle, elle aussi, subit des modifications majeures afin d'accueillir une arme plus puissante que toutes celles envisagées auparavant. L'installation du nouveau canon nécessite un rééquilibrage complet du système oscillant, car la longueur et la masse du tube modifient la répartition des forces lors du tir. Les ingénieurs développent des mécanismes de stabilisation supplémentaires, tandis que le système de chargement automatique est renforcé pour manipuler des munitions beaucoup plus lourdes. Cette évolution transforme profondément l'organisation interne du compartiment de combat, obligeant l'équipage à adopter de nouvelles procédures opérationnelles. Les premiers tirs d'essai avec cette configuration impressionnent les observateurs militaires. Les projectiles expérimentaux perforent des plaques d'acier épaisses placées à grande distance, démontrant que la puissance de feu obtenue dépasse largement celle des versions précédentes. Les rapports techniques indiquent que le blindé pourrait désormais engager efficacement n'importe quel adversaire connu à ce moment-là, ce qui renforce la confiance des autorités dans la poursuite du programme. Les responsables industriels commencent même à préparer les infrastructures nécessaires à une production en série, anticipant une adoption rapide par les forces armées. Cependant, la montée en puissance du véhicule ne se déroule pas sans difficulté. L'augmentation de la taille du canon et des munitions entraîne une hausse importante de la consommation logistique, notamment en carburant et en transport de munitions. Les planificateurs militaires réalisent que l'emploi opérationnel d'un tel blindé nécessitera une organisation logistique plus lourde que celle des chars plus légers. Cette contrainte ne remet pas en cause le programme, mais elle souligne le coût croissant associé à chaque amélioration technique. Malgré ces défis,
La version finale du prototype commence à prendre forme dans les ateliers d'assemblage. Sa silhouette, plus basse et plus agressive que celle des versions précédentes, reflète l'évolution du projet vers un concept entièrement optimisé pour la survie et la puissance de frappe. Les ingénieurs observent la machine achevée avec un mélange de fierté et d'inquiétude, conscients qu'elle représente l'aboutissement de nombreuses années de recherche et d'investissement considérables. Lorsque les essais complets de la nouvelle configuration débutent, les résultats confirment que la mobilité reste acceptable malgré les modifications, tandis que la protection et la puissance de feu atteignent des niveaux rarement observés sur un blindé occidental de cette époque. Les rapports transmis aux autorités militaires indiquent que le programme est désormais proche de sa phase finale et que la décision de lancement en production pourrait être prise dans un avenir très proche si aucune difficulté majeure n'apparaît lors des dernières évaluations. Pour les équipes de conception, cette période correspond au moment le plus intense de toute l'histoire du projet. Chaque journée apporte son lot de vérifications techniques, de tests supplémentaires et de corrections mineures destinées à garantir la fiabilité du véhicule avant sa fabrication à grande échelle. L'ensemble de l'industrie impliquée se prépare à franchir une étape historique, persuadée que la machine issue de ces années de travail deviendra l'un des symboles du renouveau technologique national. Pourtant, alors que tout semble enfin prêt pour la consécration industrielle, une série d'expériences menées dans des laboratoires de recherche militaires commence à produire des résultats inattendus. Ces études, initialement considérées comme secondaires par rapport au développement du char, vont bientôt provoquer un bouleversement stratégique capable de remettre en question l'utilité même des blindés les plus lourdement protégés. Alors que la machine approche enfin de la phase où sa production pourrait commencer, l'attention de plusieurs centres de recherche militaires se porte sur un domaine longtemps considéré comme secondaire. Dans des laboratoires discrets, des équipes scientifiques étudient depuis des années un phénomène physique capable de transformer radicalement la manière dont les blindages sont percés. Les premiers résultats pratiques de ces travaux restent longtemps confinés aux rapports expérimentaux, sans provoquer d'inquiétude immédiate parmi les concepteurs de chars lourds. Pourtant, au milieu des années 50, une série d'essais balistiques attire soudain l'attention des états-majors. Lors de ces tests, des munitions expérimentales utilisant une charge creuse parviennent à perforer des plaques d'acier dont l'épaisseur aurait auparavant exigé des canons beaucoup plus puissants. Le phénomène observé ne repose plus uniquement sur la masse et la vitesse du projectile, mais sur la formation d'un jet métallique extrêmement concentré, capable de traverser le blindage avec une efficacité inattendue. Les ingénieurs militaires comprennent rapidement que cette technologie pourrait bouleverser des principes mêmes qui ont guidé la conception des chars lourds depuis plusieurs décennies. Les rapports transmis aux autorités de défense indiquent que l'efficacité de ces nouvelles munitions dépend principalement du diamètre de la charge et non de la puissance du canon qui les tire. Cette conclusion crée un choc silencieux dans les cercles industriels responsables du développement du grand char français. Si des projectiles plus légers peuvent atteindre des performances comparables à celles des obus tirés par les armes les plus massives, l'avantage stratégique des blindés extrêmement lourds commence à perdre sa justification principale. Les réunions d'évaluation stratégique se multiplient. Autour des tables couvertes de plans techniques et de rapports d'essai, les responsables militaires analysent des implications à long terme de cette évolution. Certains officiers continuent de défendre la nécessité de disposer d'un char capable d'encaisser des coups des plus violents. Mais les analystes économiques rappellent que la fabrication et l'entretien d'un véhicule aussi massif représentent un investissement considérable pour une armée en pleine modernisation. L'apparition de munitions capables de neutraliser des blindages épais avec des armes plus légères modifie soudainement l'équilibre des arguments. Pendant ce temps, les ateliers industriels terminent les derniers ajustements du prototype final, sans encore connaître l'ampleur des discussions stratégiques en cours. La machine, avec sa silhouette basse et son armement impressionnant, représente l'aboutissement de près d'une décennie de travail continu. Les équipes techniques effectuent les ultimes vérifications mécaniques, convaincus que la production en série n'est plus qu'une question de temps. Les chaînes d'approvisionnement ont déjà été préparées et plusieurs usines attendent le feu vert officiel pour lancer la fabrication des premiers exemplaires. La décision finale tombe cependant plus rapidement que prévu. Après l'analyse complète des essais balistiques et des perspectives technologiques, les autorités militaires concluent que l'avenir des forces blindées ne repose plus sur des machines toujours plus lourdes,
mais sur des véhicules plus mobiles, capables d'utiliser des munitions nouvelles aux effets bien plus destructeurs. Cette orientation stratégique entraîne un choix difficile. Le programme du Grand Char, malgré ses performances impressionnantes, ne correspond plus aux priorités opérationnelles définies pour les décennies à venir. L'annonce officielle met fin au projet au moment même où il semblait atteindre son objectif. Les prototypes existants sont retirés des programmes de préparation opérationnelle et transférés vers des installations de stockage militaire. Dans les ateliers, le silence remplace progressivement l'activité intense qui avait caractérisé les années précédentes. Les ingénieurs, conscients d'avoir participé à une réalisation technologique exceptionnelle, observent une dernière fois la machine dont la carrière opérationnelle ne dépassera jamais le stade expérimental. Pourtant, l'histoire de ce géant d'acier ne disparaît pas complètement. Les innovations développées durant sa conception influencent directement les programmes de blindés qui suivront. Des systèmes de chargement automatique, les études sur les formes de blindage inclinées et les recherches sur la mobilité des véhicules lourds deviennent des bases techniques utilisées dans de nouveaux projets plus adaptés aux doctrines émergentes. Le Grand Char n'entre pas en service, mais il marque profondément l'évolution de l'ingénierie blindée en Europe occidentale. Ainsi se termine l'aventure de cette machine née dans l'urgence de l'après-guerre, conçue grâce à la collaboration forcée de spécialistes venus d'horizons différents et portée par l'ambition de rendre à une nation sa place parmi les puissances militaires majeures. Pendant quelques années, elle incarne l'idée qu'un seul véhicule pouvait réunir puissance de feu, protection extrême et mobilité remarquable. Mais l'histoire militaire avance parfois plus vite que les machines elles-mêmes, et même les projets les plus avancés peuvent se retrouver dépassés au moment précis où ils semblent prêts à triompher. Si cette histoire vous a passionné, soutenez la chaîne en laissant un like, écrivez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires consacrées aux machines qui ont failli changer le destin militaire du monde.